c'est ce risque-là. Et ce risque-là, je suis OK moi de le prendre à condition de faire un meilleur rendement que si je le faisais dans l'immobilier, que si je faisais ça sur des dividendes qui tomberaient par exemple en bourse. Tout ça, c'est des noms de musique et on voit exactement le rendement qu'ils ont rapporté. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on achète? Bonjour, bonjour. Je crois qu'on est un mois après la vidéo, j'ai acheté les droits de Miley Cyrus. Contre toute attente, plus de 100 000 vues. Et c'est pas avec cette vidéo que je pensais faire 100 000 vues, comme quoi, hein, ça fait presque plus de vues que l'Apple Vision Pro ou que certaines vidéos Apple. Je pense que vous avez senti que ça me touche et c'est des trucs qui m'intéressent. Alors ouais, je sais que ça parle d'argent, ça parle d'investissement et tout, mais je vais avoir 30 piges. Je parle peut-être plus des mêmes sujets qu'avant ou pas de la même manière. Si d'ores et déjà vous avez vu la précédente vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous là à la chaîne YouTube, c'est juste en dessous. Et puis ça vous permettra comme ça de suivre une fois par semaine, tous les jeudis à 20 h, les nouvelles vidéos. D'ailleurs, et c'était dans la précédente vidéo sur les droits musicaux que Victor m'avait dit « Salut, une suite serait super, peut-être plus détaillée sur l'achat, la revente, sur quoi tu t'appuies lors d'une recherche. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler, mais cela m'a intéressé tout de suite. Un bon plan à connaître, merci. » C'est pour ça que je fais ça, c'est pas juste pour étaler le fait que tu puisses gagner de la thune et tout, on s'en fout. Je pense que t'en gagneras même plus si tu cherches à faire quelque chose qui te fait plaisir et qui t'intéresse. Et moi, c'est ce qui m'avait intrigué dans les droits musicaux. Tout le monde écoute de la musique. Moi, j'aimais bien la partie investissement et la partie numérique associée aux nouvelles technologies, puisqu'aujourd'hui, j'investis dans les droits musicaux en étant là depuis mon canapé avec un DocuSign et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ok, on reprend, faisons une overview du site sur lequel j'investis, avec qui je ne suis pas en partenariat. Je vous relaisserai les liens dans la description sur plein d'autres sites et je vous relaisserai évidemment la vidéo qu'on avait fait où je vous explique la façon dont on peut investir dans les droits musicaux. Soit dans leur totalité, tu achètes 100% des droits d'un auteur, d'un artiste, d'un compositeur, d'une maison de disques. Soit tu vas sur les autres plateformes que j'avais citées lors de la précédente vidéo qui te permettent d'investir dans des fragments de droits musicaux. C'est-à-dire que tu as des droits par exemple qui vont valoir 10 000 $, et bien tu vas pouvoir investir que 50 $ si tu en as envie et du coup tirer profit de ce pourcentage que tu auras acquis. Moi, je vous parle de ce que je connais et de ce que j'aime. Alors, rendez-vous sur Royalty Exchange. C'est un site que j'ai découvert vraiment sur Google à l'arrache, après m'être renseigné et je vous ai raconté toute l'histoire encore une fois dans la précédente vidéo. En synthèse, ça permet à des particuliers, à des sociétés aussi, puisque tu peux avoir une société d'investissement, tu peux faire plein d'autres choses pour diversifier ton portefeuille et tu peux avoir plusieurs structures pour investir à la fin dans les droits musicaux. Pourquoi est-ce qu'ils les vendent? Eh bien, tout simplement pour obtenir là maintenant tout de suite du cash pour pouvoir investir ce cash-là dans d'autres projets. Je pense aux maisons de disques, aux distributeurs. Il y a beaucoup de distributeurs qui vendent des droits pour se dire tiens, on a du cash, ça s'appelle le cash flow, c'est important d'en avoir et parfois c'est plus intelligent que d'attendre 10 ans. Imagine là tout de suite, tu dois investir 10 000 $ dans quelque chose qui peut potentiellement te rapporter x2. Eh bien, c'est plus intéressant de vendre quelque chose qui vaut 15-20 000 $ tout de suite 10 000 $ pour que toi tu fasses un x2 plutôt que d'attendre 8, 10, 15 ans de rendement pour obtenir la même somme à la fin. Bienvenue sur la plateforme que j'utilise moi depuis très longtemps. Encore une fois, ce n'est pas un partenariat. Je leur ai demandé si je pouvais avoir un lien affilié et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas. Donc on en est là. Hein. Voilà, d'un point de vue business, Romain vous explique comment faire du business. Si je pouvais appliquer certains conseils à moi-même, parfois ce serait pas mal. On en ferait encore plus. Il y a les listings. C'est tout simplement tous les droits qui sont listés. Vous allez voir qu'il y a des droits de musique, mais pas que, puisque tu peux aussi avoir des rendements. Je te donne un exemple d'un livre que tu vends sur Amazon, tu peux vouloir vendre les droits de ce livre-là ou tu peux vouloir les acheter pour obtenir le rendement tous les mois et pour pouvoir, encore une fois, subvenir aux besoins d'un prochain projet que tu souhaites financer. GetFounding, c'est tout simplement pour pouvoir relier sa plateforme de distribution au site Royalty Exchange qui est encore une fois un site exactement comme Le Bon Coin. Le Bon Coin ne vous vend pas de produits, il vous met en relation avec des acheteurs ou des vendeurs. Et bien là, c'est la même chose. Royalty Exchange liste les droits que vous vendez ou des droits que vous voulez acheter, mais ils ne vendent rien, eux, en direct. Ce sont les distributeurs qui viennent s'agréger à la plateforme. Après que le détenteur des droits ait demandé au distributeur d'agréger ces droits-là, la plateforme les liste et permet à monsieur et madame tout le monde, dès lors que tu as passé quand même toutes les vérifications sur le site pour pouvoir te connecter et faire des offres. Ne t'amuse pas, et je le dis tout de suite, ne t'amuse vraiment pas à aller genre là sur des droits, à vouloir te dire tiens vas-y je les achète maintenant, ça va être rigolo alors que j'ai pas l'argent. C'est grave, c'est exactement comme si tu participes à une vente aux enchères et que finalement tu n'honores pas l'achat que tu devais faire. Tu peux avoir ton compte qui est bloqué évidemment, tu peux avoir des poursuites du vendeur parce que tu lui fais perdre du temps, tu peux avoir des dommages et intérêts. Bref, c'est une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de business qui se fait. Donc attention à ce que tu fais et c'est pour ça que je me suis dit que faire cette vidéo un mois après, c'était peut-être pas une si mauvaise idée avant de vous laisser dans la jungle. Voilà, que j'ai vécu parce que j'ai des pertes et j'ai des gains. Et je vous garde au-delà
Au-delà des explications, un côté un peu croustillant, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai les derniers investissements qu'on a fait et d'ailleurs, dernière vente qui est une belle vente. On a fait une belle plus-value sur la vente de droits musicaux. Je vous partagerai aussi un beau fail. Voilà, comme ça vous aurez à la fois les explications et à la fois une belle réussite et un beau fail qui sera expliqué à la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout voir et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Invest, c'est tout simplement la page pour te montrer la façon dont tu peux investir. Tu as aussi un All Member Access si tu veux payer carrément un membership à la plateforme pour avoir accès à des ventes ou des achats qui soient off-market, donc qui ne soient pas montrés publiquement. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai fait la demande là, maintenant, là, je l'ai fait cette semaine pour pouvoir être All Member Access parce que ça me permet aussi de réduire les frais de commission lors des ventes et quand il y a des grosses ventes, je vous assure que ça peut être intéressant de le faire. Ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse, comment est-ce qu'on achète et comment est-ce qu'on investit dans les droits musicaux? Là, encore une fois, c'est pour investir à 100% dans ces droits. Tu peux investir partiellement sur d'autres sites web que je te laisserai dans la description et que je ne connais pas. Pas aussi bien en tout cas que Royalty Exchange. Pourquoi être intéressé par certains droits musicaux et pas d'autres? Le rendement. Je veux dire, là, on arrête l'affect, t'en as rien à foutre de savoir qui est l'artiste, si tu l'aimes bien, si tu l'écoutes ou pas, on s'en fout complet. C'est quoi les chiffres? C'est quoi les stats? Voilà, Anthony Bourbon le dirait mieux que moi dans l'émission Qui veut être mon associé. On parle chiffres, on est là pour faire du business, c'est une réalité. Royalty Exchange, c'est là pour te faire du business, pas pour te dire « Ah, regarde, j'ai regardé les Teletubbies quand j'étais petit, j'ai acheté les droits musicaux. » On s'en fout, on veut quelque chose qui est un rendement. Voilà. Là, derrière ça, on supporte l'industrie musicale. Moi, c'est ce qui me plaisait aussi beaucoup. J'avais diversifié mon portefeuille avec la bourse et plein d'autres choses. Là, l'intérêt, c'est de me dire que peu importe ce que je vais acheter, je peux supporter l'industrie musicale derrière. C'est une industrie que j'affectionne beaucoup depuis très longtemps, surtout maintenant qu'il y a toute l'industrie numérique depuis plusieurs années et grâce à plein d'acteurs comme Apple, comme Sony, comme Spotify qui ont bouleversé le marché. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Attention, par contre, après, ça dépendra que de vous, quels sont les artistes que vous avez envie de supporter d'un point de vue invest, parce que il peut y avoir des paniers de droits musicaux qui vous soient vendus, donc il peut ne pas y avoir qu'un seul artiste ou qu'un seul album. Maintenant, si à l'intérieur, il y en a un, j'en sais rien, qui a agressé des gens et qui a fait des trucs horribles, à vous de voir. Moi, j'ai quand même un peu ce côté éthique où je sais faire de la thune en me couchant et en me réveillant, en me regardant dans la glace, donc on va essayer de continuer dans cette ligne-là. Voilà. Je me rends pour aller regarder tous les listings qui sont là sur la plateforme. Là, il y en a 708 à l'heure où je fais cette vidéo-là. Le premier truc que moi je vais regarder, et ça dépend de votre portefeuille. Si vous avez des portefeuilles qui sont plus petits, ce que je dis petit portefeuille, et attention, je ne cherche à vexer personne, on a tous démarré de zéro. Moi je vous le rappelle, allez regarder mes vidéos d'il y a 10 ans, j'étais à Périgueux, je faisais des mois peut-être à 500 €, 1000 € maximum par mois, donc on vient tous de quelque part, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, la réalité, et il faut que je vous le dise, pour gagner beaucoup, il faut dépenser beaucoup. C'est comme l'investissement dans la vie en général. Si tu veux acheter un tout petit appartement, un truc pas foufou, tu vas faire un petit rendement. Si tout d'un coup tu achètes un immeuble entier, eh bien tu vas faire des gros rendements. C'est la même chose. Moi, ce qui me plaît en faisant cette vidéo, c'est vous informer et vous montrer, regardez ce qui est possible. Peut-être que vous le ferez dans 5 ans, peut-être que vous le ferez dans 10 ans. Et ça vous permet juste d'avoir une ouverture d'esprit sur regarder ce que moi, j'aurais adoré savoir plus tôt, plutôt que de juste laisser dormir mon argent dans un compte en banque parce que je savais pas quoi en faire. J'aurais rêvé à voir ces vidéos-là. Donc c'est tout simplement ce que je fais. Voilà. Je reprends l'essence de la chaîne YouTube au début quand je voulais simplement partager des trucs qui me plaisaient. Je fais la même chose. Voilà. Dites-moi encore une fois si ça vous plaît et si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on refera d'autres vidéos sûrement comme ça et je répondrai comme je le fais là aux autres questions sous les commentaires. Là, ce que vous allez voir sur la plateforme, ce qui coûte pas cher, c'est pas forcément autant intéressant que ce qui coûte cher. Ça, vous l'avez compris. Et inversement, ça fonctionne aussi. Il y a des trucs qui coûtent très très cher et qui sont pas du tout rentables. Moi, aujourd'hui, pour prendre le risque, parce que c'est un risque d'investir dans les droits musicaux, je vous ai mis plusieurs mentions à chaque fois, etc. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement un titre informatif. Je ne suis personne pour vous dire d'investir où que ce soit. Moi, si je prends ce risque-là, et pourquoi c'est un risque, avant de dire pourquoi je prends ce risque-là, c'est un marché qui n'est pas liquide. C'est quoi la liquidité d'un marché? C'est simple. Aujourd'hui, l'iPhone, il n'existe pas du tout en dehors des États-Unis. J'achète un iPhone aux États-Unis, je veux le revendre. Ça va être un marché plutôt liquide parce qu'il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Ok? Donc je vais prendre mon iPhone, je vais pouvoir le revendre facilement en France. Maintenant, mon iPhone, il y en a partout dans le monde entier. Je l'ai acheté. Je veux le revendre. Bah, c'est pas forcément très liquide. Si personne l'achète sur le bon coin et peut-être que je vais devoir le brader, il n'y a pas grand monde qui va vouloir me le racheter. La liquidité d'un marché, c'est ça et c'est très important. C'est pour ça que investir en bourse, pour moi, est aussi une bonne opportunité d'investissement. Et je vous réexpliquerai, peut-être qu'on pourra faire une vidéo sur ce sujet. Parce que même si tu perds un tout petit peu de ta valeur
sur un titre, mais que tu as vraiment besoin de cet argent, tu peux le revendre. C'est un marché qui est liquide. Tu achètes une action Apple, même si tu as perdu 10%, tu peux la revendre le jour d'après sans problème. On te la rachètera parce que c'est un marché très liquide. Là, les droits musicaux, quand j'achète des droits musicaux, je peux me les garder sur le dos à vie. Peut-être que personne ne me les rachètera. Ou peut-être qu'il va falloir que je brade à fond le prix pour qu'on me les rachète. C'est ce risque-là. Et ce risque-là, je suis OK, moi, de le prendre, à condition de faire un meilleur rendement que si je le faisais dans l'immobilier, que si je faisais ça sur des dividendes qui tomberaient par exemple en bourse. Le rendement moyen sur la plateforme, et c'est pas des conneries, c'est approximativement 13,3%. C'est ce qui nous explique. Moi aujourd'hui, dans les investissements qu'on a pu faire, on est plutôt entre 20 et 25% au total en ayant un portefeuille diversifié, ce qui est un rendement colossal. Maintenant, et je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, il y a plus de 300 000 $ d'investis. On a fait ça sur plusieurs assets. Donc, il y a des assets qui perdent de l'argent. L'asset, c'est tout simplement des droits que j'ai achetés. C'est un panier de droits, voilà. Donc, il y a parfois des choses qui perdent, d'autres qui gagnent. Mais à la fin, j'arrive à peu près à un rendement entre 20 et 25% sur tous ces investissements-là. Et ça, c'est important quand même de l'avoir en tête, compte tenu du risque. Sur cette page qui est la page principale, on a accès à plein d'informations. On peut voir mes listings favoris, on peut voir uniquement les offres que j'ai déjà fait sur le marché, on peut voir aussi uniquement mon listing de droits musicaux. Là, j'en ai 3 qui sont listés. Il y en a d'autres qui ne sont pas listés, par exemple, mais je peux aller voir uniquement mes droits qui sont relistés automatiquement sur la plateforme en fonction des droits. Parfois, il faut refaire la demande au distributeur, etc. C'est un peu plus complexe et je vous laisserai plein d'informations dans la vidéo pour que vous puissiez aller lire de la documentation. Je vais essayer de répondre à plein de questions, mais peut-être que je ne répondrai pas à tous. Ensuite, on a l'activité de celui qui détient les droits. Est-ce qu'il a été actif dans les 7 jours, 30 jours, 90 jours? Ça, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de mieux négocier. On est dans de la négo, on est dans de l'offre et la demande. À chaque listing, il y a un système pour faire des offres. Vous n'êtes pas obligé d'acheter directement. Et même quand le vendeur n'a pas mis de prix, si tu voulais acheter le produit là directement, eh bien, tu peux faire une offre qui peut être soit plus élevé que le marché si tu veux absolument ces droits-là parce que tu y crois, soit parce que c'est une négo que tu as envie de faire. Ensuite, les termes des droits. Tu vas avoir par exemple les droits où tu vas détenir les rendements à vie. À la fin, les droits, ils restent chez le distributeur et toi, tu es détenteur du rendement que génèrent ces droits. Tu l'as aussi sur les 30 prochaines années, sur les 10 prochaines années et ensuite, tu peux avoir un retour qui a été fixé qui peut être différent de ces autres termes-là. Personnellement, je n'ai investi aujourd'hui que dans des droits à vie, sauf pour Miley Cyrus, et je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Ce qui est intéressant dans des droits, par exemple, sur 10 ans, c'est que forcément, ça va coûter moins cher puisqu'on va faire le calcul sur le rendement. Imaginons que les droits rapportent en moyenne 1 000 $ par an de rendement et qu'il te reste à peu près 10 ans pour les percevoir, puisqu'après, ils retournent au détenteur des droits initiaux. Et bien, sur 10 ans, tu vas faire à peu près, approximativement 1 000 $ x 10, ce qui te donne une valeur sans avoir gagné de l'argent, puisque les rendements couvriraient simplement l'achat, ça te donne une valeur de 10 000 $ sur 10 ans. Donc, par exemple, sur des droits de 10 ans, il faudrait que tu cibles 6 000 à 7 000 $, ça serait un bon coup, puisque ça pourrait te laisser penser que tu vas gagner à peu près 3 000 à 4 000 $ avant qu'ils reviennent dans les mains du détenteur des droits. Peu importe que les droits soient retournés au détenteur initial au bout de 10 ans, 30 ans ou pas, de toute façon, tu pourras les acheter et les vendre quand tu en as envie. Il suffit qu'il y ait une précédente personne qui les ait achetés avant toi, elle a bénéficié du rendement pendant 2 ans, et bien juste après ça, tu vas pouvoir avoir les rendements qui vont être encore étalés sur 8 ans par exemple, et toi aussi au bout de 2 ans, tu peux décider de les revendre. Évidemment, vu que tu auras bénéficié du rendement entre temps, tu vas pouvoir faire ton petit calcul pour essayer de retourner soit flat, soit avec du bénéfice, ce qui est souhaitable. Ce que j'aime bien dans les droits à vie, c'est que ça peut laisser penser au futur acheteur que même s'il ne rentabilise pas son investissement en 10 ans, eh bien, le rendement va continuer de tomber, même s'il va diminuer au fur et à mesure, peut-être parce que la musique sera moins écoutée ou autre, il va peut-être continuer d'en bénéficier pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ensuite, le prix moyen que la marketplace associerait à ces droits-là. Donc là, tu peux choisir si la marketplace considère, avec les petits calculs que je vais vous montrer après, si les droits sont censés valoir entre 0 et 10, entre 10 et 50 000 $, etc., etc. Le rendement qu'ont généré les droits dans les 12 derniers mois, donc entre 0 et 5 000 $ ou plus, etc. Alors, l'âge des droits musicaux, c'est une métrique au vu du rendement des 12 derniers mois de ces droits-là et au vu de l'historique, la plateforme arrive à estimer combien de temps encore les droits pourraient rapporter à peu près la même somme dans la durée. C'est du bullshit. On peut tous estimer, mais si on était tous Madame Irma, eh bien, il n'y aurait que des génies de la finance. Donc non, on ne peut pas aujourd'hui prendre cette valeur
comme une valeur intrinsèque et se dire ok c'est ça, pendant 10 ans je suis sûr de gagner ça. Vous achetez les droits sur plein de musiques d'un seul artiste. Cet artiste-là, il est encore vivant. Demain, il est inculpé pour meurtre. Vous pensez que les musiques, on va les écouter autant? Voilà, tu ne peux pas prévoir. Voilà. Donc c'est pas plus mal dans ce business-là d'investir dans des artistes qui ne sont plus de ce monde. Encore une fois, on parle de rendement, mais c'est important quand même à prendre en compte parce que malheureusement, l'être humain est un être imprévisible. Le prix auquel les droits sont listés, si le détenteur des droits a décidé de remettre en vente ces droits-là, il n'est pas obligé de le faire. La plateforme peut tout simplement les relister pour laisser passer des offres, mais le détenteur des droits n'est pas obligé de fixer un prix d'achat. Et bien là, s'il y a un prix d'achat fixé, vous pouvez les classer. Moi, par exemple, une recherche que je ferai, c'est de me dire, ok, si je veux vraiment être un peu dans la négo, etc., et que je veux voir si la personne qui détient ses droits a été active récemment, je me mets une activité dans les 30 derniers jours, je me mets des droits à vie, je me mets ici la marketplace qui va me donner aller entre 50 et 250 000 $, comme ça c'est vraiment très très large. Je vais me dire que si je dois investir entre 50 et 250 000 $, il faut que ça me rapporte entre 10 000 et 50 000 $ par an, ce qui serait incroyable puisque 10 000 $, si j'avais investi 50 000, ça ferait un rendement incroyable puisqu'au bout de 5 ans, j'aurais presque couvert complètement mon investissement. Le dollar age, puisque j'estime sur 5 ans, je viens de vous le dire, voilà, juste comme ça en me disant tiens, sur 5 ans, je fais 5 fois 10 000 $ minimum, donc ça me donnerait au minimum aussi un prix donné par la marketplace de 50 000 $. Je vais me dire que là, le dollar age, ça va être, et je vais le mettre ici, entre 4 et 10 ans. Et à partir de là, je vais regarder ce qui m'intéresse. Là, j'ai le listing qui est face à moi après la sélection que j'ai faite. Imaginons, pour comprendre déjà ce qu'on va devoir analyser, ce qui se passe en termes de données et d'informations qu'on a. On arrive sur un listing, on a l'ID ici du listing pour le repérer facilement sur la plateforme. On a à peu près quelques caractéristiques, donc là on voit déjà qu'il y a BMI, donc ça c'est le distributeur actuel des droits. On voit que le détenteur des droits souhaite vendre ses droits musicaux pour 285 000 $. On voit qu'il y a une offre actuellement qui est la plus haute, qui est à 258 000 $. On voit qu'il y a eu 18 offres qui ont été faites par 6 investisseurs, donc il y en a 6 qui se battent pour avoir ces droits-là en ce moment. Et on voit que le détenteur des droits a été actif il y a moins de 24 heures, donc c'est une personne qui va sûrement répondre assez rapidement. On a la possibilité de les acheter tout de suite, pour ce prix-là, sans négocier, ou on a la possibilité de faire une offre. Là, tu peux faire une offre ici, et tu vas te dire, par exemple, que je fais une offre à 200 000, hop, et là, on estime déjà un rendement par rapport à la durée encore moyenne où le rendement serait encore intéressant, et ça a été analysé par la plateforme, je vous en reparle juste après, au dernier revenu, à l'historique aussi de ce rendement-là. Quand on descend un peu plus bas, on a plusieurs catégories. Le à propos d'eux avec toutes les infos, la partie finance, là c'est pour avoir tous les chiffres, la partie des droits, quel droit on achète, donc là on voit qu'on achète la composition musicale, on n'a pas les copyrights qui sont inclus, il y a plein de choses différentes et on pourra aller le voir là juste après ici, et encore une fois à la fin je vous partagerai les droits qu'on a achetés là récemment et qu'on avait pu revendre. Ici, on a plus d'informations sur le distributeur. On a ensuite la partie média. Donc là, c'est pour prévisualiser à peu près quelques musiques. On ne les a pas tout le temps toutes, mais quelques musiques qui sont comprises dans ces droits-là. Et sinon, on peut carrément télécharger toute la tracklist de tous les droits qu'on détient. Puisque maintenant, si on s'attarde sur la partie à propos d'eux, voilà ce qu'on a. On sait que dans les 12 derniers mois, ça a eu comme rendement 39 000 $. C'est colossal, là pour le coup sur ces droits-là, c'est colossal. Sur les 3 dernières années en moyenne, ça a rapporté par an 40 000 $, 41 000 $. Depuis 2018, depuis que ces droits existent depuis 2018, ils ont rapporté 222 000 $. Ensuite, le dollar age, donc ça, c'est quelque chose qui nous permet d'estimer à peu près encore combien de temps ces droits vont être rentables à peu près avec la même moyenne. Donc là, la plateforme estime avec la boule de Madame Irma que pendant à peu près 4,2 ans, ces droits-là vont encore générer approximativement 39 000 $. Voilà. Encore une fois, personne ne sait lire l'avenir. Peut-être qu'ils vont complètement chuter parce que les musiques ne seront plus réutilisées dans des séries, dans des films, dans plein de choses qui peuvent être comprises là dans ces droits-là. Ou alors à l'inverse, peut-être que parmi vos musiques, vous allez passer dans la prochaine série Netflix et que ça va tout exploser et que vous allez faire un super investissement. C'est possible aussi. Ici, on a le Price Tracker. Ça te permet tout simplement de voir à peu près les offres qui ont expiré, celles qui ont été refusées et celles qui ont été acceptées. Et ici, on commence à rigoler un petit peu puisque là, tu peux voir, tout est public, tu peux voir les offres qui ont été faites par un potentiel acheteur et on voit des contre-offres qui ont été faites par le vendeur. Donc là, par exemple, ça te permet de savoir que la dernière contre-offre du vendeur, c'est 296 500 alors qu'il le vend normalement en prix listé 200... Pardon. Oui, bah c'est ça, mais c'est complètement con. Pourquoi il fait ça, lui? Ah, il veut juste faire chier, en fait, lui. Bah non, je viens de comprendre, mais... Bref, il a listé ses droits musicaux 285 000 $.
Et là, quand la personne lui fait une offre à 257 000, il lui fait une contre-offre à 297 000. Il n'est peut-être pas bien réveillé, je sais pas. Je comprends pas l'intérêt du coup, parce que du coup, tu fais pas une contre-offre si c'est plus cher que le prix listé, ça sert strictement à rien. Bref, ici, on continue dans les informations. On voit qu'il y a 114 musiques inclus. Ça, c'est bien, parce que ça peut te permettre de te dire, ok, j'ai un portefeuille diversifié, il y a plein de musiques différentes. Maintenant, ce qu'il va falloir aller analyser, c'est est-ce que ces musiques-là rapportent toutes autant les unes que les autres, ou est-ce qu'il y en a qu'une ou deux qui font la majorité du rendement. Et donc là, tu prendrais un gros risque parce qu'en fait, tu achètes un panier de droits musicaux, sauf qu'à la fin, bah, s'il y en a une sur deux qui est moins écoutée ou qui est moins utilisée, eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir voir tes rendements dégringoler. On voit que là, on est bien dans les termes de droit à vie et on voit que là, c'est encore disponible pendant 2 jours, ces droits-là, avant qu'ils doivent être relistés par le distributeur. Donc là, on sait qu'il y a encore 2 jours pour qu'on puisse interagir sur ce listing-là. Donc on voit plein d'informations qui concernent Apple Music, qui concernent la diversité, par exemple, là, des musiques. Bref, il y a plein d'informations qui sont mises, mais ça, c'est toujours au cas par cas en fonction des droits sur lesquels vous tombez. Ici, on arrive dans la partie finance où on voit à peu près entre les droits à l'international, les droits domestiques et la totalité de ce que ça représente. Vous pourrez encore une fois, en fonction des droits, aller voir exactement chaque terme, ce qui signifie, mais honnêtement, il y a des tutos qui durent des plombes. Moi-même, je n'ai pas toutes les informations parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'il y a beaucoup de termes qui sont différents, surtout dans les droits musicaux. Pour vous donner maintenant un petit exemple très concret de tous les droits musicaux qu'il y a, attention, ça fait mal à la tête. Voilà, donc imaginez que là, il y a un titre, ok ? Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, ça c'est le son. Ensuite, il y a les copyrights. Dans les copyrights, il y a la composition et il y a l'enregistrement de la chanson. Ensuite, il y a les droits. Dans l'enregistrement, il y a la synchronisation des droits pour la télé, les licences, etc. La reproduction des droits quand on le revend à une autre qui veut réutiliser ces droits-là, où on a même la performance publique de ces droits. Donc ça, tu détiens les performances publiques qui sont faites par exemple dans des concerts, dans des bars, etc. Si un bar utilise Spotify pour passer une musique pour laquelle tu détiens par exemple les enregistrements et non pas la composition, eh bien tu vas bénéficier du rendement dans les droits publics, même s'il avait utilisé Spotify, alors que si tu avais par exemple les droits numériques, tu ne l'aurais pas touché sur cette partie des droits-là, mais uniquement dans la partie numérique, puisque un détenteur d'un lieu public va payer des royalties non pas de la façon numérique à Spotify directement, mais au distributeur avec la performance publique pour exposer cette musique à un public. On en est là quoi. Il y a tellement de complexité que je vous montre dans sa globalité, ça méritera peut-être encore un épisode 3, j'en sais rien si ça vous plaît à ce point-là, peut-être qu'on dépassera les 100 000 vues comme sur la précédente vidéo. À vous de jouer, hein. Moi je vous laisse faire, de toute façon j'adore ce sujet. Et là, du coup, tu as différentes personnes qui détiennent ces droits-là, tu as le performeur, donc ça c'est Bob Dylan, ensuite tu as le label et ensuite tu as les musiciens, les chanteurs, etc. Pareil dans la composition, ensuite on arrive sur les synchronisations donc, de droits, exactement comme au début, sauf que là ça concerne que les films, puisque les films détiennent les droits qui concernent uniquement la composition et non pas l'enregistrement du son. Voilà, c'est tellement complexe qu'à la fin, ce qu'on peut regarder dans un premier temps, c'est les chiffres, parce que les chiffres, eux, ils parlent réellement. On voit par exemple que l'année 1, il y a eu plusieurs droits qui ont rapporté différentes sommes. Donc là, on voit les droits de Valuable Pain, Poison, Earth for Sale. Tout ça, c'est des noms de musique et on voit exactement le rendement qu'ils ont rapporté. Donc là, ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir que sur ces droits-là, les autres musiques comportent la moitié de déjà 3, 4, 5 titres. Donc on voit déjà que ce portefeuille est très diversifié. Ça, je trouve ça intéressant. On peut le voir aussi comme ça. Voilà, il y en a un qui représente quand même plus de rendement que les autres, mais ça reste tout à fait acceptable puisqu'il y a 41% qui est généré par le reste. Ensuite ici, on voit en fonction de l'année le rendement qui baisse ou qui parfois augmente. On voit ensuite les sources. Ensuite, quand on avance encore, on peut voir carrément sur quelle plateforme de musique ça rapporte quoi. Tout ça, vous pouvez l'avoir dès lors que vous avez un compte sur Royalty Exchange. Évidemment, vous ne pouvez pas aller juste là comme ça scanner Royalty Exchange sans être utilisateur en ayant autant de données. C'est parce que vous devez passer votre compte en tant que compte certifié, etc. pour que vous puissiez avoir accès à autant de données comme ça. Là maintenant, on a un récap. Donc on a le distributeur, on a les sources. On a les sources pourquoi ? Pour tout ce qui concerne les performances publiques, souvenez-vous de ce petit document-là, je vous le remettrai dans la description, comme ça vous pourrez aller tout lire parce qu'ils ont plein de documentation très intéressante aussi là-dessus. On a le distributeur ici et on sait quand est-ce qu'on est payé de ce rendement-là en allant sur le planning de distribution des droits. Donc là, on arrive directement chez le distributeur, chez BMI, et on voit par exemple quand est-ce que vont être distribués les prochains rendements. Donc là, on voit que
pour le second quarter 2023, on va être payé le 17 novembre 2023. Voilà, et donc là, on a toutes les dates et toutes les informations sur le distributeur, encore une fois, puisque ce n'est pas Royalty Exchange qui nous paye quoi que ce soit. Nous, on paye des commissions à Royalty Exchange pour les remercier de nous avoir mis en relation et faire ce business-là. Voilà, eux, ils fonctionnent par tout simplement des fees qui sont de l'ordre de 8%. Quand vous vendez un titre, vous devez payer 8% à Royalty Exchange. Ensuite, vous allez aussi avoir les taxes en fonction de votre pays. Moi, par exemple, je suis à Monaco, je ne rentre pas dans une convention fiscale avec les US. J'ai une taxe de 30% qui est appliquée lors des bénéfices que je fais soit dans le rendement, soit lors de la vente. Vous avez des taxes qui sont différentes en fonction de vos pays. Je le rappelle, mais je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Faites bien attention à votre fiscalité avant tout investissement. Et encore une fois, tout investissement comporte des risques et ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, simplement une ouverture d'esprit que je me permets de vous partager parce que j'aurais rêvé avoir aussi cette ouverture d'esprit-là et qu'on me partage ce genre de truc que je ne connaissais pas du tout et qui est trop intéressant en vrai parce que ça peut aider des artistes à mieux monétiser leurs prochains albums pour mieux les financer sans forcément faire de prêts dans des organismes ou des choses comme ça. Ça permet aussi à des distributeurs. Enfin, ça permet, je pense, de faire tourner une économie et c'est important de s'en rendre compte. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on achète? C'est la prochaine question. C'est OK Romain, c'est super, j'ai plein de données. Vas-y, on va regarder là les données qui sont là et on va se dire est-ce qu'il y en a qui sont intéressants ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas intéressants? Je vous fais un exemple intéressant à mon sens, c'est vraiment très perso et je vous fais un truc qui pour moi ne serait pas du tout intéressant. On va prendre des droits peut-être un peu plus raisonnables. On va se mettre sur des droits par exemple entre 0 et 10 000 $ à l'achat. Voilà, on va se mettre sur ces droits-là. Donc là, il les a listés pour 16 000 $. Ce qui correspond approximativement à 14 fois ce que ça va rapporter par an, en moyenne. Ça, c'est encore une fois une moyenne de ce que nous donne la plateforme, c'est Madame Irma, ok? C'est la boule de cristal. Ça signifie qu'il nous faudra approximativement 14 ans pour rentabiliser notre investissement. Peut-être qu'entre-temps, on va pouvoir acheter ces droits, les faire tourner avec un peu de rendement qui vont arriver, puisqu'on n'a rien à faire. Une fois qu'on les a achetés, tout arrive directement sur ton compte en banque, tu n'as plus qu'à déclarer ça, et puis tu n'as vraiment strictement rien à faire. Tu ne dois pas te connecter à la plateforme, retirer des fonds, etc. C'est eux qui s'occupent de tout, c'est le distributeur qui t'envoie tes rendements exactement comme le détenteur des droits, quoi. Voilà, t'es pas juste investisseur. Donc là-dessus, ça te permet de te dire, bon ok, peut-être que je vais gagner approximativement 1 000 $ cette année, dans un an je les revends et peut-être que j'arriverai à les revendre plus cher parce que peut-être que les droits vaudront plus d'argent parce qu'ils rapporteront peut-être un peu plus d'argent que cette année-là. Ou à l'inverse, peut-être qu'ils vaudront moins. Par exemple, j'ai eu un gros fail, je vous en reparle juste après du fail dans ces droits musicaux-là. Là, pour moi, ça serait intéressant si on devait les acheter autour de, je vous donne un exemple, mais je pense que, voilà, vous voyez, là la plateforme nous dit approximativement que ça vaut 8 600 $. Et bien moi je pense qu'en faisant une offre à 6 500, ce qui est très difficile de faire, d'avoir des offres acceptées comme ça, pour moi ça serait le juste prix de me dire ok, je prends le risque de me coltiner pendant 6 ans en moyenne ces droits-là avant de voir si ça continue de rapporter ou pas. Sachant que lui, il les a achetés 16 200 $ et la dernière transaction était le 31 juillet 2022. Donc tu te dis que ça fait moins d'un an, qu'il l'a gagné en moyenne 1 100 $ et que tu vas lui proposer 6 500 $. Autant te dire qu'il va te dire d'aller te faire foutre. Et bien là, ça te donne juste une indication qui est, ça sert à rien d'essayer de passer du temps là-dessus. Et d'ailleurs, regarde les offres. 12 000 rejetés, 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 rejetés. Donc ça veut bien dire que la personne n'est pas prête à vendre et qu'elle a pris ça simplement sous le coude pour se dire ok, je vais avoir un rendement de 1 000 $ par an, ce qui est bien, ça fait pratiquement 100 $ par mois qui tombent et en fonction encore une fois de ton distributeur, tu vas être payé soit par trimestre, soit tous les mois, soit tous les semestres, ça dépend du distributeur et du calendrier de distribution. Là ça commence à être intéressant par exemple. Alors là, CashDoll, on a combien? On a à peu près 3 ans et demi, mais ça je pense que c'est vraiment faible comme estimation. On n'a que 6 tracks par contre, ça m'inquiète, on n'a que 6 musiques. Mais là par exemple, je me dis que la dernière transaction c'était 9 000 $, que ça rapporte en moyenne 1 500 $ par an. On fait une moyenne sur 5 ans, ça fait approximativement à peu près 8 000 $. Donc là je me dis que je serais prêt à faire des offres pour qu'elles soient agressives, une offre à 7 500, 8 000 $. Pour éviter de prendre trop de risques, sachant qu'il y a un terme de 30 ans. Donc dans 30 ans, la musique retournera au détenteur initial. Donc j'ai encore 29 ans
d'années qui sont possibles pour rentabiliser cet investissement-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis que souvent on investit dans des droits à vie, je pense que psychologiquement, nous, ça nous rassure, mais maintenant, voilà, en fonction, moi, je sais qu'avec nos partenaires, etc., et les autres investisseurs, on le fait de cette façon-là. Donc après, ça dépend simplement, vous, de votre vision des choses. Je l'ai fait sur un titre pendant 10 ans avec Miley Cyrus, qui a très bien fonctionné. Vous avez la vidéo dans la description. Là, 5 fois, ok, tac, tac, sur 10 ans. Ok, alors lui, déjà, je vais vite regarder combien de temps. Ah merde, il nous reste que 6 ans à peu près. Donc là, il nous reste 6 ans pour le rentabiliser. Imaginons qu'on soit à 6 fois 2, ça fait 12 000. Donc ça veut dire qu'on va gagner approximativement, fourchette basse, 12 000 $ en 6 ans. Bon, c'est un risque à prendre. Ça veut dire que là, moi, je serais prêt à faire une offre à 6 500, 7 000 maximum en prenant un risque. Encore une fois, j'ai du mal, et je vous le dis très honnêtement, à trouver des investissements en dessous de 20 000 $ intéressants. C'est dès qu'on commence à taper les 30, 40, 50 000 $ que ça commence à vraiment être intéressant. Je vous donne des exemples volontairement très élevés pour qu'on voit la différence. Voilà, donc là par exemple, il y a un coup à faire. Là par exemple, on a les droits à vie, ok, de production, donc des royalties de production, on a 124 tracks inclus. La répartition des tracks, on en a quand même un qui représente 40%, donc ça peut être un risque. Maintenant, pourquoi tout de suite c'est beaucoup plus intéressant? Parce qu'on se dit que c'est un titre déjà qui peut vivre sur le long terme. Là, la plateforme nous estime 13 ans, mais regardez en bas, plutôt que d'imaginer ce qui va se passer plus tard, on a 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 qui est ultra stable. Minimum, on touche 20 000 $ en moyenne, et là on le voit ici, 32 000 $ en moyenne sur les 3 dernières années. Ça signifie, et là sur les 12 derniers mois ça a cartonné, on est à plus de 40 000 $ de rendement. Donc là je me dis que sur 30 000 $ x 10, ça fait 300 000 $ à peu près de gagner en 10 ans. Là, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire pour 300 000 $. Ça veut dire que là, par exemple, je pourrais faire une offre à 350 000 $. Et parfois, en fonction, donc là, on peut aller voir la dernière transaction. Lui, il l'a payé en 2022, 266 000 $. Ça veut dire que non seulement en un an, il a gagné 40 000 $ de rendement et qu'en plus de ça, je suis prêt à lui faire une offre à minimum 300 000 $. Il y a des fortes chances pour qu'il accepte une offre. Et il y a de fortes chances pour que je continue de faire du business avec ces droits-là et que ça continue d'être un rendement très intéressant, puisque aujourd'hui, imagine, sur un rendement comme ça vit pendant 10 ans, je rentabilise les 300 000 $, ou alors ça monte ou alors ça descend encore une fois, je rentabilise les 300 000 $ et ensuite j'ai 3 ans, 3 x 3, 9, donc ça veut dire qu'en investissant 300 000 $, je peux gagner 90 000 $ hors frais et hors taxes sur 10 ans d'investissement en récupérant ma mise de départ et en ayant gagné du coup 90 000 $ hors taxes, voilà, hors frais, etc. Ça peut être des calculs qui peuvent être intéressants. De mon point de vue, quand j'essaie d'être agressif, j'essaie que ça puisse être rentable en 5 ans. Quand j'arrive à avoir des droits qui sont rentabilisés en 5 ans, là tout de suite c'est vachement plus intéressant et je me dis, bon, prends pas quand même beaucoup de risques. Voilà. Maintenant, c'est la partie justement que vous attendez. Là, je vous emmène dans notre tableau de bord avec le dashboard acheteur-vendeur. Donc là, on voit à peu près qu'il y a eu 240 000 $ de ventes qui ont été faits sur des droits qu'on détenait, qu'on a touché en royalties approximativement 40 000 $ en royalties, qu'on a un rendement moyen pour le moment de 5,7% entre les droits qui nous rapportent beaucoup et les droits qui ne nous rapportent pas beaucoup. Par contre, on voit qu'on a un rendement sur la revente à 30%, qui a plus de 30%, et qu'on voit du coup qu'on a eu un retour sur investissement quand on revend des droits de 68 000 $. Donc ça, c'est vachement intéressant de voir ça. Je vais commencer par un truc où on s'est complètement planté, c'est les droits là de distribution télé. Ça vraiment c'était nul, le listing il est là et le deal il est ici. Donc ça c'était pour 38 500 $, c'était un investissement qu'on est censé rentabiliser approximativement en 10 ans. Sauf que là on voit bien que dans les 3 dernières années les droits ont rapporté presque 6 000 $ par an et que là maintenant on n'est plus qu'à 4 000 $ par an. On voit aussi qu'il y a un âge moyen à peu près de durée encore estimé par la boule de cristal de 7 ans, ce qui ferait approximativement 4 x 6, 6 x 4, 4 x 6, 24. On est un tout petit peu plus, on va être à 25-26 000 $, alors que les droits ont été achetés 38 500 $. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'applique la même règle et que je me dis
que sur à peu près 7 ans, on veut investir maximum 25 000 $ pour être rentable, et bien là, on va perdre de l'argent en vendant ces droits-là pour 25-27 000 $, ce qui serait aujourd'hui le juste prix pour ces droits-là qu'on avait achetés. Donc là, par exemple, c'est un flop total. On peut perdre de l'argent et donc pour l'instant, le seul moyen qu'on a, c'est tout simplement de les laisser tourner. On a quand même fait une offre là pour relister ce prix-là à 28 400 $, pour relister ces droits musicaux à 28 400 $. Et ici, ensuite, on a un vrai gain. Là, c'est ce qu'on a fait. On a pu faire cet exit le mois dernier. C'était un gros investissement puisqu'on avait fait un deal à l'époque, mais je vais vous montrer un super deal. On avait fait un deal qui représentait 5,5 fois le rendement annuel. Donc on avait fait un deal à 150 000 $ pour un rendement en moyenne de 20 000 $ depuis 3 ans tous les ans, alors que maintenant les droits rapportent 27 000 $ sur les 12 derniers mois. Et là on voit qu'avec les 49 titres aussi qui sont équilibrés, ça, c'est un achat qu'on a fait le 17 mars 2023, en moins d'un an, puisqu'on n'est pas encore en mars. On a revendu ces droits-là pour 198 000 $, tout en ayant touché 25 000 $ de rendement en un an. Donc on arrive sur ces droits-là, comme c'est noté juste ici, James Blunt ici, on arrive à 38% hors taxe de rendement. Donc on arrive en moyenne à 25%, après toutes les taxes, etc., tout payé, on arrive à peu près à 25% de rendement sur ces droits-là. Et sur ces sommes-là, ça devient très très intéressant. Donc là, c'est vraiment pour vous partager encore une fois de façon ultra faire avec vous, puisque je trouve ça bizarre de vous partager un truc qu'on ne fait pas nous-mêmes. Donc voilà, c'était tout simplement, je pense, un bon move. Et encore une fois, pour vous expliquer simplement d'un point de vue plus perso, de notre côté, que ce soit avec mes associés ou autres, moi, j'ai jamais investi dans de la pierre, j'ai jamais investi dans de l'immobilier. Je ne suis pas propriétaire en immobilier. Donc quand on investit, pour moi, c'est dans quelque chose que j'aime. Donc c'est le numérique, les nouvelles technologies. Et c'est ce qui fait qu'on a des grosses sommes comme ça. Il faut remettre ces sommes-là exactement comme si on avait investi ces sommes dans l'immobilier. Ça serait pas chelou qu'on se dise, bon, à 30 ans, tu investis à peu près 150 000 $, tu te fais accompagner d'une banque ou autre pour le faire, pour un petit appartement, quelque chose de bien, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose qu'on fait, que ce soit avec des partenaires bancaires, financiers ou associés, pour investir dans des choses auxquelles on croit, qui sont plutôt des investissements exotiques. Voilà, c'est simplement pour vous expliquer ça. Et ça, c'était vraiment un super gain. Et franchement, je nous félicite encore pour ça parce que c'est beau et ça permet de remonter la pente et de couvrir des fails comme on avait pu le faire. C'est tout, hein. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Vous avez sûrement 10 milliards de questions. Les commentaires, c'est fait pour. Et puis voilà, je suis trop content de partager encore une fois des choses de plus en plus sincères avec vous sur des sujets qui me plaisent. Et encore une fois, la chaîne YouTube, c'est fait pour ça. Pour moi, c'est fait pour partager des sujets que j'aurais aimé découvrir encore plus tôt. Et c'est pour ça qu'on continue de faire intervenir toujours plein de CEO, de dirigeants. C'est pour continuer d'apprendre ensemble plein de choses. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout si vous avez aimé cette vidéo. C'était une longue vidéo, c'était important et je trouvais ça très cool de le faire pour essayer de rentrer plus en profondeur. Voilà, merci d'avance pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme ça, on pourra se retrouver très bientôt. Prenez soin de vous, continuez d'apprendre des choses, lisez 15 minutes par jour et tout ira bien. Salut!